On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le directeur général de la télévision du Richelieu, Richard Racicot, pour faire un peu le point sur l'état des finances actuellement de la télé, les travaux à venir, travaux de façade, notamment ici même au 145 Richelieu. Mais d'abord, parlons de passé et parlons d'avenir. Revenons sur le discours du maire Michel Fecteau devant la Chambre de commerce du Richelieu et ce désir de mettre sur pied une nouvelle planification stratégique. On dit souvent, lorsqu'il y a un changement de garde un peu partout, que ce soit à la Chambre des communes, à l'Assemblée nationale ou encore dans une ville, à la tête d'une ville, à la mairie d'une ville, les 100 premiers jours sont importants, c'est un peu une lune de miel. Mais après ce bloc des 100 premiers jours, vient en sorte où le nouveau maire veut établir un peu sa vision de l'avenir. Avec nous pour en parler, le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Michel Fecteau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Eric. Et aussi, vous vous êtes prêté je dirais, ce discours habituel du maire élu ou réélu dans certains cas, de ce passage à la Chambre de commerce du Richelieu, où veut pas, de par le fait qu'on vous invite comme conférencier, vous n'avez pas le choix non plus de plancher sur un discours de ce que vous allez vouloir dire à l'auditoire. Et en quelque part, c'est un peu votre plan de match, c'est un peu comme votre plan d'affaires. Oui, en fait, ça l'était le plan d'affaires aussi. On ne savait pas, l'invitation de la Chambre de commerce, on peut l'appeler une tradition. Aussitôt, en début de mandat, ça, je ne m'y attendais pas, mais tu sais, j'étais président de la Chambre, donc je sais que pour la Chambre, c'est quand même un moment. Mois de janvier, ça s'y prêtait bien. Alors, j'ai accepté avec le plus grand des plaisirs. Évidemment, ça demandait une préparation, puis oui, effectivement, c'était une belle tribune pour faire part aux gens quelle était pour être la vision, comment on entrevoyait les années à venir. Et évidemment, on a une histoire, on a une belle histoire. Alors, ce qu'on a voulu commencer la conférence, c'est de dire qu'on avait un fier passé, puis après ça, là, on s'est projeté vers la suite. Quand on décide de se lancer en politique, de faire campagne, je présume que déjà, on a des idées, on a une vision, on sait un peu ce qu'on veut faire. À partir du moment où on est élu, on est aussi un peu avalé par la machine, par les dossiers courants qu'il faut régler, la transition qui doit s'opérer à l'hôtel de ville. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé entre la vision que vous aviez de la ville avant l'élection ou celle que vous avez maintenant depuis que vous êtes maire et que vous avez quand même une certaine connaissance des dossiers? Bien, premièrement, on pourrait utiliser le mot la perception puis l'impression avant que je sois à l'hôtel de ville. Donc, je te dirais ce qui a changé de façon... moi, je vais de façon tangible, l'attitude, qui était mon premier mot à travers ça. Apprendre à travailler avec les gens, vice-versa. Donc, les gens apprennent à travailler avec moi. Au niveau des dossiers, de la connaissance, je pense que j'ai surpris peut-être un peu la garde rapprochée au niveau de la direction générale, de la connaissance des dossiers, de la connaissance de la ville, de certains éléments. Donc, l'apprentissage s'est fait assez rapidement. Évidemment, il y a quand même un bagage. Là, on n'est pas rentré là avec aucune expérience en termes de gestion de dossiers, etc., ou tout ce qui en suit. Mais rapidement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que j'ai été capable d'établir avec eux. Évidemment, le budget, c'est important pour nous, là, donc on sait qu'on a un conseil divisé. Donc, travailler en équipe, rassembler les gens autour d'un projet commun. Et ça m'a permis d'avancer puis de mettre déjà, tu parlais tantôt, quelles intentions en allant là. Je pense de l'avoir dit que c'était pour moi un beau défi. Alors, la ville, je la connais, puis là, ce qu'on a interviewé, on a mis rapidement sur place les éléments qu'on a présentés à l'auditoire lors de la conférence sur la Chambre de commerce. Bon, ce qui frappe, si on fait un peu un résumé de votre discours, parce que vous avez fait un retour en arrière un peu sur les fondements même de Saint-Jean-sur-Richelieu il y a 350 ans. Vous parlez beaucoup de la présence militaire, de la ville-garnison. Tout à fait. Vous parlez également du temps où Saint-Jean était un port intérieur important, le premier chemin de fer, la ville qui longtemps a été une ville-centre, mais qui, au fil des ans, et surtout depuis la fusion, est en train de se transformer un peu en ville de banlieue. En même temps, il faut être aussi réaliste. C'est pas demain la veille que tout le monde qui habite Saint-Jean va travailler à Saint-Jean. Donc, il y aura toujours un certain pourcentage des citoyens qui vont travailler à Montréal. Puis, il y a aussi des éléments de transport qui deviennent des enjeux super importants. Mais ce que j'ai senti de votre côté, c'est vraiment de diriger la ville vers un développement commercial ou industriel dans l'objectif de garder les Joannais ici. Bien, tout à fait. On a parlé beaucoup de qualité de vie, donc j'en ai parlé longuement durant la campagne.
Je suis très conscient que ce soit au niveau universitaire pour les études, des travails spécialisés, Montréal est quand même un marché où l'aéronautique est très présent, mais rien n'empêche que la dernière affaire que je veux que Saint-Jean devienne, c'est une ville dortoir. Donc, c'est pas dans mes cartons du tout, et c'est pas dans les cartons de l'organisation. Quand j'ai fait appel au passé antérieur, c'est parce qu'en quelque part, moi j'appelle ça des fois des porteurs de ballons. En quelque part, là, durant cette histoire-là, là, il est arrivé un moment, je ne sais pas lequel exactement, puis je ne veux pas juger, les hommes et les femmes qui sont passés ont sûrement fait de leur mieux, comme tout le monde, quand ils y adressent, mais on a dû, à un moment donné, prendre une décision dans laquelle, là, mettons en arrière l'industrie du textile, mais quand même, est-ce qu'on était à la recherche? Est-ce qu'on était capable de combler ça? Je pense que c'est là, qu'il s'est joué quelque chose je des me années rappelle, 2000. une certaine époque, moi, quand j'ai commencé dans le métier de journalisme à la fin des années 80, il y avait encore une effervescence, il y avait beaucoup de développement commercial, beaucoup de développement industriel. André Bissonnette était ministre, Clément Couture était commissaire industriel. Bref, ça bougeait beaucoup. Et tout de suite après la récession de 91, on a eu l'impression que ça s'est mis à freiner assez abruptement. Et il y a eu donc cette transformation vers plutôt une ville de banlieue. Comment on peut contrer ça? Comment on peut contrer? Je vous entendais même au dernier conseil de ville, on le sait, il y a des gens qui prônent le fait qu'on ajoute une troisième voie sur l'autoroute 10 entre la 35 et la 30. J'ai l'impression que ce n'est pas vraiment votre tasse de thé. Là. Non. Non, ce n'est pas ma tasse de thé du tout. L'autre chose qu'on a faite, puis tu parlais tantôt d'André Bissonnette, de Clément Couture, bien là, tu viens de parler de deux éléments. On avait des gens qui étaient axés sur le développement industriel et ça a fonctionné. Donc, tu viens de mettre le doigt sur le bobo. Ouais. OK? Alors que dans les 20 dernières années, on a passé plus de temps à gérer du développement domiciliaire. Donc, l'étalement urbain qui a fait son œuvre, l'explosion de construction de maisons, c'est ça, dans le fond, qu'on a géré dans les 20 dernières années. Oui, puis en même temps, pendant qu'on gérait ça, donc, il y avait une effervescence, ça travaillait, on avait des nouvelles familles qui arrivaient. Et pendant tout ce temps-là, ces familles venaient s'installer. Mais les emplois étaient toujours sur les Rive-Sud, c'était toujours à Montréal. Donc là, à un moment donné, on a été frappés par quoi? On a été frappés par les demandes de transport, on a été frappés par les congestions, etc. Donc là, on doit répondre à une demande. À partir de cette demande-là, quand tu parles aux citoyens, on a parlé tantôt d'entrée en matière, là, ce qu'on est en train de faire, c'est que, puis je dînais cet après-midi avec des gens de la génération XYZ, c'est de savoir, quand tu vas aller chercher une entreprise, la première fois qu'ils vont te demander, est-ce que tu as main-d'œuvre qualifiée? Ça, c'est un des premiers critères. Et dans ce qu'on travaille à l'heure actuelle, c'est qu'on a fait l'inventaire de ce qui nous manque. Okay? Il y a des marchés niches qu'on est capable d'adresser. Alors là, on est en train de faire, on sait qu'on travaille beaucoup sur la route verte, l'électrification des véhicules. On est en train de changer l'apport qu'on peut apporter ici. Et ça va nous emmener dans deux points. Là. On va chercher des emplois avec des gens peut-être un petit peu plus spécialisés. Par contre, Excel qui vient de s'installer sur le territoire, qui a un beau mix d'emplois à l'intérieur de ça. Et puis après ça, on va changer le portrait de la ville. On est capable de combler. Bon, il y a de la demande. Là. À ma grande surprise, je te dirais, puis je te disais tantôt qu'on va annoncer des bonnes nouvelles. À ma grande surprise, au cours des 2 dernières semaines, il ne faut pas penser que les gens n'ont pas Saint-Jean dans le radar, loin de là. Maintenant, il y a un autre phénomène qui est arrivé aussi. Il faut juste regarder ce qui est arrivé avec l'ouverture de la 30. Tout ce qui touche de Vaudreuil-Soulan, on sait qu'un axe autoroutier, qu'est-ce que ça a fait? Nous, on va avoir ce phénomène-là en septembre. Le premier tronçon jusqu'à Saint-Sébastien. Moi, je te jure que dans les 2-3 prochaines années, là, on va assister à quelque chose de bien différent. Il y a une chose qui m'a frappé également dans le discours, c'est de dire qu'il faut développer un sentiment d'appartenance, surtout auprès des nouveaux arrivants. Puis là, je fais une corrélation. Rappelons-nous, dans les dernières années, combien de fois la Chambre de commerce a mis sur pied une campagne d'achat local? Après ça, on a fait une étude sur les fuites commerciales. Même du temps où vous étiez directeur des ventes chez Derry Toyota, on avait des discussions ensemble. Je suis dans le domaine des médias, le domaine de l'automobile. Puis vous me disiez à l'époque, c'est difficile d'aller rejoindre les nouveaux arrivants parce que ces gens-là travaillent à Montréal, ils ont acheté une maison à Saint-Jean, mais auparavant, ils étaient peut-être à Boucherville, à Sainte-Julie ou ailleurs. Donc, ils ont des habitudes de consommation qui sont tournées vers Montréal ou vers le 10-30 et ils n'ont pas le réflexe de consommer les médias locaux, ils n'ont pas le réflexe, même à la limite, de consommer localement. S'ils ont toujours acheté leur auto chez Toyota à Longueuil, bien, ils vont continuer de l'acheter à Longueuil parce que ça fait 20 ans qu'ils l'achètent là. Comment on peut développer un sentiment d'appartenance auprès des nouveaux arrivants? Ça va se passer par la vie de quartier qu'on a oubliée et qui était très populaire avant ça, d'un. Je te donne un exemple bien concret. L'année passée, on a envoyé l'inscription au loisir, le petit bulletin qu'on fait chaque année, par Internet seulement. 40 moins d'inscriptions. Cette année, on a décidé de dire qu'on s'adresse à nos gens, OK, de porte à porte. Et déjà là, on voit des résultats.
Alors, il y en a un comité qu'on a mis en place depuis qu'on est arrivé, bien, en fait, il y en a 3. Développement économique, comité des priorités, puis comité de communication. Si je regarde au niveau de la direction chez nous, la direction, quand les décisions sont prises, c'est blindé, j'en ai confiance, aucun problème. OK? Ce qu'on a amélioré, c'est la communication avec les citoyens. Le citoyen qui se promène ici, là, je vais juste te donner un exemple concret. Là. Regarde le nombre de personnes qu'on a eues quand on a fait l'événement karting. Il y a des gens qui me disaient, on n'est jamais venu, on ne savait même pas ce que c'était. Donc, on a une responsabilité de s'assurer qu'on fait connaître notre produit. Le 10-30, avant que le 10-30 vienne au monde, là, moi, je peux dire que ceux qui ont commencé à bâtir le 10-30, ils étaient très inquiets aussi. Là, on est allé visiter ça. Tout le monde disait que ça ne fonctionnerait pas, etc. C'est Vox Populi, Vox Dei, il y a du monde qui traverse ça. Tu as mentionné tantôt que par la proximité, on finit par toucher peut-être aux limites au niveau de la prairie. C'est sûr qu'on a des villes de proximité qu'on a à travailler. Mais si on travaille ensemble, au lieu de travailler en silo, puis au lieu de se voir comme des compétiteurs, bien, je pense que le monde attire le monde. Et c'est là que Saint-Jean, il faut qu'il joue son rôle. L'arrivée du 10-30, bien, ça rentrait un peu dans le théâtre des Deux-Rives parce qu'il y a la salle L'Étoile. Il y a aussi certaines boutiques qu'on avait au Carrefour Richelieu qui ont décidé de fermer, justement parce qu'ils disaient à 15 minutes d'ici, on a une boutique au 10-30. Ouais. Donc, il y a eu un effet. Là. Donc, le 10-30 a été un élément, disons, qui a contribué peut-être à affaiblir là, le tissu commercial. Oui, mais on va devoir changer nos façons de faire. On va devoir être plus agressif. À un moment donné, on a resté aussi devant ça. On a dit, bien, mais les gens vont y aller puis ils vont revenir. Tu sais, ça ne marche plus, ça. OK? Donc, tu parlais des médias tantôt. Bien, je veux dire, on a des médias, on a mis des nouvelles choses en place. On a utilisé beaucoup les téléphones intelligents pour communiquer avec nos gens. Ça commence à porter fruit. Mais au-delà de ça, là, il faut être proche au niveau de la clientèle qui est là. Et quand je dis ça passe par proximité, parce que ces gens-là, là, on leur donne quand même d'excellents services. On fait juste les derniers sondages qu'on a eus dans les dernières années, là, sécurité, qualité de vie pour élever sa famille, etc. Il faut tabler, il faut plancher là-dessus. On ne le fait pas. Bon, vous dites également, et ça, c'est un fait, moi, je le sais quotidiennement, je travaille à Montréal depuis 18 ans. Voilà. Et quand je dis aux gens, savez-vous que Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est la 11e ville en importance au Québec? Ah oui, 100 000 habitants ou presque, là, presque 100 000 habitants. Loin. Les gens ne le savent pas. Voilà. Donc, tu es en communication. Donc, non, mais c'est vrai. Moi, je le sais, mais les gens... c'est ça. C'est parce quand je dis que le comité même localement, je ne suis pas sûr que les gens le savent. Non. Non, mais c'est ça. C'est parce qu'on a eu des bonnes notes. Ça a apparu dans un petit article au niveau du Canada français. C'est pas un défaut, ça a apparu là. Mais qu'est-ce qu'on a fait, nous, comme organisation, pour s'assurer que nos gens le savent? Alors, quand je te dis communication, c'est un peu ma tasse de thé, là, mais comment on va faire à nos gens? Comment on va approcher ces gens-là? Comment on va leur dire comment on a la rivière? J'ai un ami, moi, qui a presque bâti Saint-Sauveur. Puis il passe son temps à me challenger en disant « Regarde ce que j'ai fait avec une rue et une butte. » Fait qu'en fin de compte, ce qu'il est en train de me dire, tu as tous les atouts plus que moi, réveille-toi. C'est ça qu'on a dit au niveau de la conférence. On va se réveiller. On sait qu'au lendemain de la fusion municipale, l'ex-maire d'Olbec, accompagné de son directeur général de l'époque, Michel Merlot, avait enclenché un processus de planification stratégique. Tout à fait. Vous dites qu'à peu près 85 de ce qu'il y a là-dedans a été réalisé. Ouais. Là, vous arrivez à votre tour et vous désirez donc implanter une nouvelle planification stratégique? Non, je ne désire pas. Au niveau de la conférence, il va une nouvelle planification qui va débuter à mon retour de vacances, mi-mars. Alors, et ça va être impliqué. Puis on va s'assurer que j'ai participé à l'autre planification. Donc, on va se servir des éléments qui ont été très constructifs, donc on apprend, mais on va essayer de la faire dans un temps beaucoup plus rapide parce que les défis qui sont devant nous là, sont comme à midi moins 5. Là. Alors, il va falloir qu'on soit d'attaque. Mais on a déjà contacté nos gens, puis je pense qu'il y a des belles choses qu'on va pouvoir t'annoncer dans les prochaines semaines, de voir qu'on est en mode action. En terminant, vous invitez les gens à signer un engagement. On a vu à l'Hôtel de Ville une grande affiche, un grand choroplace. D'ailleurs, on le voit un peu sur votre veston, « Fier passé, brillant avenir ». Vous souhaitez un engagement, vous souhaitez que les gens aillent sur le site Internet de la Ville pour signer cet engagement? Oui, tout à fait, parce que je ne le répéterai jamais assez. Au niveau de, si on veut que cette ville-là, l'essence qu'on veut y donner, c'est pas juste l'affaire du maire des conseillers, c'est l'affaire de tout le monde. Et par cette action-là, ce qui va arriver, c'est que maintenant, on va sentir beaucoup du sentiment d'appartenance, puis on va être capable d'aller rejoindre des gens. D'ailleurs, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux de ce temps-là, puis ça répond de façon très ponctuelle. Je trouve ça très agréable. Et que dit cette déclaration d'engagement? Bien, là, en résumé? En résumé, ce que ça dit, c'est que le maire, Michel Fecteau, invite les gens, si on est fiers de notre ville, si on veut participer à l'exercice de planification stratégique et si on veut ensemble faire une qualité de vie dans cette ville-là, bien, c'est résumé dans l'engagement. Monsieur le maire, merci beaucoup. Merci, Éric. Bonnes vacances. Merci.
La télévision du Richelieu vit des jours meilleurs depuis quelques semaines, voire quelques mois. Bilan un peu des activités avec le directeur général Richard Escault. Bonsoir. Salut Eric. Évidemment, le passé est garant de l'avenir. En même temps, le passé a été aussi assez difficile dans les 5 à 7 dernières années. Le redressement entrepris commence à payer, commence à porter fruit aujourd'hui. On le voit, les travaux sont presque complétés, à l'exception de la devanture là, qui reste à faire. Oui. Donc, parce que quand on s'en était parlé l'automne dernier, c'était la prise de possession, c'était les travaux, l'aménagement, bref, comme on dit, tout le monde arrive à Noël en même temps. Oui. On est arrivé à Noël un peu la langue à terre. Ouais, on avait hâte d'arriver à Noël, ça ouais. C'est vrai, hein, mais moi je te dirais que c'est une belle expérience qu'on a vécue là. Toute la gang ici, on a tout mis à la main à la pâte pour arriver à ce beau projet-là. Je pense que c'était un super de beau projet. De se mettre à l'aise chez nous, dans notre propre local, puis de mettre ça beau aussi. Hein. L'impact financier de deux choses. Premièrement, la relocalisation dans un bâtiment qui appartient maintenant à la télé génère des économies quand même importantes pour un organisme comme la télé. Énormément. Énormément. Je te dirais que c'est un salaire d'économie par année sur le prix de loyer qu'on paye, mettons, on peut dire un loyer. C'est un achat qu'on a fait, mais c'est vraiment extraordinaire de voir à quel point, je m'en ai dit un gros mot, je ne le dirais pas, mais qu'on se faisait exploiter, là. Ouais. L'autre bord, ça n'avait pas de bon sens de payer aussi cher pour un local aussi poche. Ouais. C'était incroyable. Puis en plus, bien, la superficie du local ne nous permettait pas de chauffer adéquatement. Fait que même là, encore, mais dans le fond, le message que j'entends, c'est comme tout organisme à but non lucratif devrait avoir l'opportunité un jour d'acheter son propre bâtiment. Bien, c'est comme, on en parlait avec la Saint-Vincent de Paul, là. Si les autres étaient propriétaires de les bâtiments, demain matin, là, ils pourraient... Parce qu'au final, une fois qu'on a les assises financières, ça coûte moins cher en hypothèque que ça coûte en loyer. Ben, oui. Et cet argent-là sert au service à la population parce que c'est un organisme sans but lucratif. Comme je te dis, on sauve sur la valeur d'une paye. D'un salaire annuel. Bien oui, fait que ça te permet d'engager plus de monde. L'autre levier important, c'est l'avènement du bingo. Bingo qui va célébrer en fait, ça fait quoi, 1 an et demi? On a 2 licences de compléter. 2 licences de compléter. On commence notre 3e licence de bingo. Bon, et ça aussi, ça s'est avéré un tournant majeur pour assurer une pérennité et une stabilité d'entrée de fonds pour la télé. C'est des nouveaux revenus, là. Oui, c'est des nouveaux revenus, puis c'est le fun. Tous les dimanches matin, on rentre, puis on a hâte que ça commence, le téléphone sonne, puis il y a un thrill, tu sais. Oh. C'est trippant parce que, regarde, il ne faut pas oublier là, on a remis environ... grosso modo, c'est presque 160 000 $ qu'on a donné en prix. En prix pour 1 an. Pour 1 an, là. Ça veut dire que pour 2 ans, ça représente pas tout près de 300 000 $. Et le reste, évidemment, donc les profits deviennent, dans le fond, l'activité bénéfice pour l'organisme qui est la télé. Ceux-là sont remis en tant que projet dans la télévision du Richelieu et ça crée des emplois. Bon. Carrément. Si j'avais un graphique, là, je montrerais la chose suivante. Sur 20 ans, ce qu'on appelait à l'époque la subvention de fonctionnement, parce que Vidéotron subventionnait les télés, payait l'équipement, payait l'entretien. Sur 20 ans, ça a fait ça. Là. Oui. C'est à peu près ça là, dans la vraie vie. Ce qui fait qu'on descendu, puis on avait des quotas à remplir. En plus. Et là, dans le fond, depuis 1 an ou 2, avec le nouveau local, économie d'argent, le bingo, Bon, oui. Dans le fond, les 2 dernières années ont été quand même assez difficiles financièrement parlant, où, dans le fond, la télé avait pratiquement pas de manœuvre pour se développer, pour acheter des nouveaux équipements, pour se renouveler. Il y a le virage HD qui va finir par arriver un jour ou l'autre. Et là, tu as commencé, là, donc la télé a commencé à faire certains investissements. Oui, certains investissements. On a acheté un aiguilleur vidéo HD qu'on n'a pas mis en service encore parce qu'il faut comme apprivoiser cette grosse bête-là. Et il y a des équipements qui vont autour de ça, puis là, on ne peut pas tout acheter d'une shot. Fait qu'on a acheté ce switcher-là, puis éventuellement, on va... upgrader, on va améliorer, puis on va le mettre en service. D'après moi, peut-être avril ou mai, on devrait peut-être commencer à avoir une différence en nombre. Ça va être surtout au niveau du bingo. OK. On va commencer à l'utiliser au niveau du bingo. Donc, le bingo va être tourné en HD? Oui. Ou en SDI, on peut-tu dire ça? Ouais. Mais il va être diffusé en 4:3. Oui, encore, oui, ça va être encore en 4:3, mais les gens vont voir, ça va être plus allongé.
Et la qualité de l'image doit être supérieure. Ah oui, ça va. Actuellement, la télé possède combien de caméras HD? Une seule. Une caméra HD, Oui. une console HD. Oui. Donc, éventuellement... Mais on a des équipements comme les salles de montage qui sont déjà HD. Ce qui fait que... Donc, il ne manque pas grand-chose pour le virage. Non, il manque pas manque quoi? grand-chose. Une ou deux caméras? Oui, 2 caméras, puis on pourrait tourner facilement, là... HD. Oui. Le virage HD, Mais tu parlais c'est de... pas juste 2 caméras, là, c'est... Non, je comprends. Il y a un paquet de brimbales qui va avec ça. D'autres types d'équipements. Mais bref, tout ça pour dire que demain matin, on vire HD, c'est un demi-million d'investissements. Oui, exactement. Donc, les économies générées par le loyer devenu une hypothèque, Oui. la nouvelle source de revenus qui est le bingo, Oui. va permettre à la télé d'amorcer un virage HD Oui. et de l'offrir à la population. Oui, mais sur une période de 5 ans, Environ. je te dirais, parce que, comme je t'ai expliqué, le bingo, ça fonctionne par projet. Et puis les projets, de la façon que c'est fait, c'est qu'on assure les emplois des gens. Ouais. Fait qu'on a Mais créé comme 4 l'avenir, postes à temps je reviens un peu à mon introduction, l'avenir est beaucoup plus prometteur aujourd'hui C'est pas qu'il mal ne plus l'était il y a trippant. 2 ans. Ben oui, mais c'est pas mal plus trippant de venir travailler le matin puis pas être pogné à la gorge tout le temps puis savoir comment on va payer notre loyer ou ben non, ne changez pas vos chèques, les gars. Ça a été une époque comme ça, quand on était juste pour puis André à temps plein. Ma petite sœur Julie qui venait me donner un coup de main à temps partiel ici et là, puis mes pigistes qui venaient, c'était pas trop drôle. Et là, si la télé prend le virage HD, il va falloir un jour ou l'autre que le diffuseur, qui est le câbleau distributeur, Bien, on va permette avoir une réunion là-dessus, là. aux télévisions communautaires partout au Québec de pouvoir diffuser à la position 609. On a une rencontre au sommet des TCA au mois d'avril ou début mai, si je ne me trompe pas, à Québec, avec tous les diffuseurs privés qu'on monte. Dans le but d'éventuellement mettre de la pression sur Vidéotron ou du Nous autres, vous CRTC. avez parlé de 2015, tu sais. Et c'est parce que 2015, c'est comme demain, là, tu sais. Fait qu'il va falloir que ça se passe. T'sais. Puis il faudrait changer quoi, les serveurs de diffusion? C'est fait, nous autres. Ça, c'est déjà Ouais. fait. Nous autres, on est déjà, comme je te dis, là, on est presque HD ready. Demain matin, j'ai 2 shows en Full HD présentement qu'on a. Il reste ton émission à toi, puis les conseils de ville qu'on produit présentement, qui ne sont pas HD. Mais ça, c'est une autre affaire, là. Les conseils de ville... Ben, peut-être qu'un jour, la Ville va s'équiper de caméras à on l'intérieur avait eu du des pourparlers conseil. à un moment donné que Peut-être que ça va équiper revenir, la hein. salle de conseil avec des caméras qui seraient propres à eux autres, qui ça serait le propre matériel, qui pourrait même diffuser eux autres mêmes Sur là, le web. sur le web, sur leur propre site, puis donner une copie du conseil de ville aux journalistes présents qui veulent l'avoir. Tu sais. Je reviens à la bâtisse. Yes, sir. Je disais en introduction que ce qui reste à faire, grosso modo, c'est la façade. Oui. Actuellement, c'est encore l'ancien yellow là, Oui. avec le métal brun. Belle taux de brune. Oui. Donc là, à quel moment on prévoit faire la brique et tout ça, là, les travaux? Après la dernière diffusion d'ericlato.com, c'est sûr. Au mois de juin. Fin Ouais, au juin. mois de juin, oui. Parce que c'est un gros travail. C'est tout défaire la vitrine, puis je me vois pas en train de faire des émissions dans la semaine. puis Avec des travaux. avec des- Mais l'idée, des c'est de musiques. garder quand même la vitrine ici. La fenestration, on garde la même fenestration, mais on remet de la brique et du bois. J'ai vu ça en belle brique rouge puis en tech. J'ai vu ça dans une nuit que je dormais pas. Là. Donc ça, c'est ce que les gens devraient voir l'été prochain, Ouais. quand ils vont passer devant le On va 145 faire de quoi de Richelieu. chic avec une belle petite corniche en haut. Il y a certains bâtiments encore qui est comme ça ici dans Saint-Jean Bon. qui on pourrait aller chercher ce genre de cachet-là. En terminant, chronique NASCAR. Chronique NASCAR. Ah, ben, tu as fait un road trip en Floride, à Daytona Beach. Et évidemment, tu n'as pas pu t'empêcher d'arrêter voir la piste de Daytona, que tu avais déjà vue. Oui, je l'avais déjà vu, mais là, j'étais avec mes enfants et ma femme, puis j'avais quasiment le goût de sauter à la clôture. Là, j'étais en train de toutes les convaincre que j'étais pour sauter à la clôture. Puis on a fait à peu près 1,5 mille, puis on est arrivé au tunnel, puis on pouvait rentrer. C'était la journée porte ouverte. Ah oui, en plus? Puis tu ne le savais pas? Non, je ne savais pas. Fait qu'on a rentré sur la piste, j'ai montré ça à mes enfants, puis ils en ont eu pour leur argent, puis ça coûtait rien. En plus. Fait que ça, c'est... Hein? C'est joint Est-ce que la utile à saison l'agréable. NASCAR va bien? Ça commence. Ça commence bientôt? Bien, samedi soir, c'est la course, le Sprint Unlimited. C'est une course d'exhibition, là. Il y a 1 million en C'est jeu. qui va gagner la saison? Bien là, ça sera le 88, Dale Earnhardt Jr. Encore? Ouais. Mais il n'a jamais gagné. Ah, il n'y a pas... OK. Non, il n'a jamais gagné. C'est Jimmy Johnson qui est le king. L'homme à battre. Oui, l'homme à battre. Oui, il y a 6 coupes de ramasser, le gars, en quelques années. Là, on est en train de scooper Sport Express, hein, parce que ça, c'est les tuyaux que j'étais supposé les donner. Bien, tant pis pour François et Alexandre. Ils écouteront ericlato.com. Richard, merci beaucoup. Avec plaisir. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien.
Un peu plus tôt, on recevait le maire Michel Fecteau, qui a d'ailleurs accepté la présidence d'honneur de ce spectacle bénéfice au profit du Ballet classique du Haut-Richelieu, qui célèbre ses 35 ans. Présence de Bruno Pelletier et du Gros Orchestre le dimanche 23 février à 15h au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. À chaque semaine, on vous présente notre émission qui porte le nom de Saint-Jean-sur-Richelieu, des extraits des travaux du Conseil de ville, vous avez l'horaire. Également Télébingo, tous les dimanches matins, 9h30 au câble 9, 3 500 $ en prix. Vous avez la liste des endroits pour acheter vos livrets sur le territoire des MRC au Richelieu et Rouville. Vous faites tvhr9.com, vous téléphonez ici même au 358-1912. Et nous, on se fixe rendez-vous demain. Demain, prochain rendez-vous d'ericlatour.com, on reçoit Thomas Hodgson qui était à La Voix dimanche dernier.